Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chères contradictrices, cher public, l'art de plaire et l'art de tromper, selon le marquis de Vauvenargues, auteur moraliste du XVIIIe siècle, et je ne saurais m'éloigner de sa pensée. En effet, comment le pourrais-je, sachant que je suis ici aujourd'hui grâce à un art oratoire qui vous a persuadé, alors même que je défendais des thèses avec lesquelles j'étais parfois en désaccord. Plaire aux gens, c'est faire en sorte qu'ils nous apprécient, sans pourtant réellement nous connaître. C'est éveiller en eux un sentiment de sympathie, de satisfaction, voire de désir. Plaire, c'est l'art de dissimuler qui l'on est pour ne se montrer que sous son meilleur aspect. Et cet art suppose un don, mais également et surtout un savoir-faire, hors pair. On ne peut se dire artiste si l'on n'a jamais dessiné une esquisse. On ne peut se dire séducteur si on n'a jamais induit une personne en erreur sans l'avoir trompée. Car le plaire est l'arme de la tromperie. Alors oui, l'art de plaire et l'art de tromper. L'art de plaire et l'art de tromper, tout d'abord, parce qu'ils sont liés par la même idée de persuasion. Ensuite, parce que ces arts trompent nos sens et font que l'on prend du plaisir à être trompé. Enfin, vouloir plaire apparaît être une exigence sociétale, dangereuse et instable. Une envie de tromper les autres, tout en se trompant parfois soi-même. Premièrement, l'art de plaire et l'art de tromper, puisque ces deux mots ne peuvent être dissociés. Ils sont unis par les liens sacrés d'un seul verbe, celui de persuader. Le renard de la fable de La Fontaine l'a bien prouvé à son maître corbeau. Bon séducteur, l'animal rusé sait parvenir à ses fins avec ce phénix des hôtes de ses bois, au crâne de Piaf. Ces compliments insidieux font gonfler d'orgueil l'ego du volatile, qui se fait alors aussi gros que le bœuf. Les hommes politiques, en tout cas, ont bien retenu la leçon du renard. Pelle, Barole et Courbette s'enchaînent pour obtenir un fromage de bien plus grande envergure. D'ailleurs, Aristote ne disait-il pas que l'homme est un animal politique? Car oui, ces hommes cherchent toujours à plaire pour se faire élire, mais c'est bien souvent la désillusion qui suit leur élection. C'est leur art oratoire qui va nourrir leurs ambitions et bercer les électeurs de douces illusions. Alors, le peuple, heureux d'entendre ce qu'il veut entendre, est séduit, tel est le malheureux corbeau de la fable. La prouesse du renard, ou de l'homme politique, renard, de notre société, est finalement comparable à celle d'un acteur, capable de jouer de multiples personnages, sans jamais se démasquer. D'ailleurs, le plaisir d'être trompé n'est jamais aussi grand qu'au théâtre. Vous voyez Don Juan exercer son pouvoir de séduction sans même vous apercevoir que vous êtes vous-même séduit par le jeu d'acteur. Sans doute, me répondrez-vous qu'il y a bien des écarts entre la vie et le théâtre. Mais le monde n'est-il pas un théâtre à ciel ouvert? Une véritable comédie humaine où chaque homme joue un rôle pour obtenir ce qu'il souhaite. N'êtes-vous pas vous aussi des Rastignac et des Rubempré qui mystifient autrui afin d'atteindre les plages de l'avant-scène? En un mot, les hommes ne sont-ils pas comme ces loups qui peuplent les forêts de nos contes et qui se cachent derrière le masque affable de l'agneau? Hobbes nous le disait fort bien. L'homme est un loup pour l'homme. La tromperie est à la racine même de cette forêt sociale. Et elle y est d'autant plus efficace que, deuxièmement, nous aimons être trompés par ce qui nous plaît. En effet, les mystificateurs ne cessent de nous fasciner. De ces femmes fatales qui hantent les films d'Hitchcock, en passant par la monstrueuse Ursula qui ravit la petite sirène Savoie, afin de plaire au prince. À l'image des chants enchanteurs des sirènes, la tromperie nous charme et ravit notre esprit. Vouloir plaire est un art. Savoir plaire est une œuvre d'art.
tel le Magritte qui hypnose nos pensées, dupant nos perceptions avec volupté. Ceci n'est pas une pipe. Pourtant, pour certains, elle l'est bel et bien. Et je ne vous parlerai pas des illusionnistes, des illusions d'optique de Vasarely, ou encore de ces exhausteurs de goût qui illustrent votre plaisir par la falsification, tout comme ces médicaments placebo qui ont l'art de guérir vos maux. Vous éprouvez le plaisir paradoxal d'être trompé par vos sens, trompé par ce qui vous plaît. Enfin, n'êtes-vous pas satisfait à la fin d'un film lorsque vous vous rendez compte que l'on s'est joué de vous? N'avez-vous pas plus envie encore de revoir Shutter Island ou Inception pour percer les secrets de ces tromperies? Je vous l'affirme, mesdames et messieurs le jury, notre esprit aime être trompé. Parce que la tromperie peut être rassurante, perturbante, captivante. Elle provoque en nous intérêt et plaisir. Mais suite à ce plaisir de se retrouver piégé par ses sens, trompé par l'art de plaire, les dangers peuvent parfois se multiplier. Car troisièmement, en plaisant, on arrive certes à tromper les mentalités d'autrui, mais on peut également tromper la sienne. À trop vouloir plaire, on finit parfois par se fourvoyer. Dans une société multiconnectée, via des réseaux sociaux qui mentent à leurs abonnés, la tromperie peut parfois se confondre avec la réalité. Les hommes, en recherche de sensationnel, sont prêts à croire n'importe quelle fake news, pourvu que son titre soit accrocheur et son image racoleuse. Subjugués par cette méduse des temps modernes, ils restent pétrifiés dans leur bêtise. Fascinés par la tromperie, nous voulons plaire à tout prix. L'auteur Antoine Gombault le disait lui-même. Pour plaire, il faut être au goût de ceux à qui l'on veut plaire. Être au goût des autres. Répondre à des critères imposés. Respecter des codes édictés par la société. Pour mieux tromper. Il suffit alors d'observer la course effrénée aux likes, justifiant ces filtres avantageux qui gommant nos traits, effacent notre singularité, floutent notre personnalité. Mais à trop vouloir plaire, ne risque-t-on pas de se tromper soi-même, de croire à ses propres mensonges? Ces photos et vidéos que l'on multiplie pour se créer une vie idéale aux yeux d'autrui ne remplacent-elles pas en fait notre propre vie? Alors que l'on perçoit d'autrui que notre profil est notre vrai visage, on se perçoit de soi-même que le regard d'autrui reflète la vérité et non un vaste écran rempli de fumée. Mais à trop vouloir plaire, pour Philippe Darvaux, on finit par se déplaire. À trop vouloir être aimé, on finit déchu, effrayé par son reflet, tel Dorian Gray, qui contemple son portrait. Le dramaturge Sacha Guitry disait que plaire à tout le monde, c'était plaire à n'importe qui. Je vous dirais moi aujourd'hui que plaire à tout le monde, c'est tromper n'importe qui. C'est savoir tromper son pire ennemi comme son meilleur ami, séduire, comme le font ces femmes fatales, qui ont cette nécessité presque vitale de vouloir plaire pour exister, qui se cachent sous des apparences édictées par des canons de beauté, d'une douceur fascinante, dont le plaisir peut tuer. Méfiez-vous des apparences, car la beauté attire, c'est humain, mais la tromperie éloigne, c'est certain. Et parfois, un besoin de tester cette puissance de séduction peut mener à une dévastation. Tromper son conjoint, son ami, traduit une irrésistible envie de plaire aux autres, mais surtout de se plaire à soi-même. Mais dans ce cas, ne se trompe-t-on pas soi-même? Alors oui, manifestement, l'art de plaire est l'art de tromper. Et j'espère avoir réussi à vous persuader. L'art de plaire est l'art de tromper, car premièrement, la persuasion est le meilleur moyen pour parvenir à ses fins, et demande par conséquent un véritable talent d'acteur, auquel forme l'homme avec le théâtre de la vie. Deuxièmement,
cet art de la tromperie est d'autant plus efficace qu'il exerce une véritable fascination sur les hommes. Troisièmement et enfin, si la tromperie n'est pas perçue comme telle, elle se change en piège pour celui qui s'y engouffre. Le plaisir jubilatoire du trompé le mène alors à sa perte. Toutefois, à ce jeu, celui qui joue pour plaire risque de se perdre en oubliant l'acteur qui se cache derrière le personnage et devient ainsi un trompeur trompé, digne de la morale d'une femme. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les jurys, très chers camarades Havrais et Rouennais, Madame Martini, encore merci pour votre intervention, très cher public. Tout d'abord, un grand merci à vous, messieurs les membres du jury, parce que vous m'avez attribué le sujet « L'art de plaire n'est pas l'art de tromper », sujet que je connais très très bien depuis que papa, séduit par une autre dame, a trompé maman. Mais ne t'inquiète pas, papa, je ne t'en veux pas, tu n'as rien fait, parce que je vais vous démontrer que l'art de plaire n'est pas celui de tromper. Penser que l'art de plaire serait celui de tromper, mesdames et messieurs, n'est qu'une imprudence de l'esprit. À mon sens, monsieur le marquis de Vauvenargues, à qui l'on doit la citation « l'art de plaire et l'art de tromper », a, par manque certain de connaissance de ce qu'était l'art, de ce qu'était plaire et de ce qu'était tromper, établi une équation douteuse censée relier ces trois termes. À vrai dire, il aurait mieux fait d'appliquer ce que m'ont conseillé un autre grand penseur de notre temps, un monument de la philosophie, ma professeure de mathématiques de l'année du bac, Clémence. Quand on ne sait pas, on se tait. Bien sûr, je n'insinue pas que monsieur le marquis de Vauvenargues aurait dû s'abstenir d'écrire sa pensée, loin de là. Il aurait peut-être dû un petit peu plus se renseigner sur les termes qu'il employait. Parce que voyez-vous, mesdames et messieurs, l'art, ce n'est pas seulement la technique, l'agilité, à laquelle les propos de monsieur le marquis semblent faire écho. L'art est bien plus que cela. L'art est vérité. C'est le miroir du monde. Alors si l'art est vérité, comment pouvoir en faire un synonyme de la duperie? Art et tromperie, mesdames et messieurs, sont fondamentalement antinomiques. Ce qui n'a pas empêché monsieur le marquis de Vauvenargues d'en faire deux alliés, et ce qui n'a pas empêché non plus madame Martini de croire qu'il était possible de faire un rapprochement entre ces deux termes. Mesdames et messieurs, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'absurdité de ce propos, de l'évidence de ce contresens, relier l'art et la tromperie serait comme relier, prenons des exemples qui vous parlent, le talent à M. Pokora. Ça serait aussi relier la rapidité à l'administration d'une fac, ou ça serait encore relier la facilité au droit fiscal. L'art de plaire n'est pas l'art de tromper. Et tout le monde dans cet auditorium a déjà eu à manier l'art de plaire, que ça soit pour un entretien d'embauche, pour un rendez-vous galant, ou pour séduire un jury d'exception. Et cela ne vous révolte-t-il pas, mesdames et messieurs, que le marquis de Vauvenargues et mademoiselle Martini elle-même vous suspectent de tromperie délibérée envers votre locuteur? Aviez-vous vraiment l'intention de faire de lui votre proie? Mais mesdames et messieurs, je n'en veux absolument pas à monsieur le marquis, ni moi à mademoiselle Martini, dont l'erreur de raisonnement découle tout simplement, et peut-être n'en a-t-elle même pas conscience, de la théorie psychanalytique. En effet, la psychanalyse nous a appris que l'art de plaire, et par extension l'art de séduire, reposerait sur la manipulation de l'inconscient de l'autre. L'inconscient, qui deviendrait alors le pilier fondamental qui ferait de l'art de plaire un art de la tromperie. Selon l'axiome psychanalytique, celui qui cherche à plaire se repaît des faiblesses de l'inconscient de l'autre, et ce de façon immorale, pour parvenir à ses fins. L'inconscient de l'autre serait alors son allié pour se jouer délibérément de ses pauvres victimes, pour les tromper et pour les abuser. Madame Martini, je m'adresse à vous, où êtes-vous? Vous êtes là. Pensez-vous réellement que l'art de plaire est en fait l'art de s'immiscer dans les méandres de nos inconscients pour nous tromper? Avec tout le respect que je vous dois, vous faites là une gravissime erreur.
C'est avec un plaisir dénué de toute duperie de ma part, mesdames et messieurs, que je m'apprête à vous démontrer que, en pensant à penser que l'art de plaire était celui de tromper, Monsieur le Marquis nous a abusés et a fait de nous des êtres profondément immoraux. Pour vous le démontrer, j'aimerais vous poser une seule question très simple. L'art de plaire est-il spécifiquement humain? L'éloquence de la séduction est-elle l'apanage de l'homme? Répondons à cette question simplement en interrogeant la nature, qui regorge de phénomènes qui questionnent la réalité profonde de l'art de plaire. Les animaux disposent d'une incroyable habileté à plaire à leurs congénères. Que penser par exemple du pigeon, qui pour plaire à sa pigeonne, gonfle ses plumes et tourne sur lui-même en roucoulant. N'oublions pas non plus la roue du paon, qui plaît tant à la pâle. Et savez-vous, mesdames et messieurs, que le balai des mouches drosophiles qui se promènent sur votre table l'été et qui vous énervent tant n'est qu'en réalité une parade de séduction? Seriez-vous donc prêts à conclure que mouches, pigeons ou paons, comme tous les animaux de leur planète, utilisent leur appareil physique pour troubler l'inconscient de leur partenaire? Mesdames et messieurs, je peine à le croire, puisque l'inconscient est fondamentalement humain. Et j'en veux pour preuve qu'à ce jour, et malgré les progrès de la science, il n'existe pas de cabinet de psychanalyse pour pigeons ou toute autre espèce animale. Seriez-vous prêts à reconnaître que les mouches font des lapsus, que les pigeons témoignent d'actes manqués ou que les paons font des faux pas? C'est absurde. Tous ces indices de l'inconscient n'ont jamais à ce jour été démontrés chez l'animal, ce qui prouve que les animaux n'ont pas d'inconscient. Et pourtant, bien que dénués d'inconscient, ils maîtrisent quand même l'art de plaire. Les animaux nous montrent bien que l'art de plaire est avant tout une qualité, un don de la nature. Et rappelons-nous Rousseau, mesdames et messieurs, la nature, pour lui, est profondément bonne. Et si la nature est profondément bonne, et que l'art de plaire est un fait de la nature, il ne peut être un vice perfide, fait pour leurrer, tromper ou abuser l'autre. J'imagine que certains d'entre vous, enfin pour ceux qui écoutent en tout cas, se demandent alors si l'art de plaire n'est pas l'art de tromper, à quoi sert-il? Quelle est sa véritable fonction? Ma réponse est simple, mesdames et messieurs, et elle est toujours reliée à la nature. La nature est non seulement bonne, mais elle est aussi amour, comme le clamait l'écrivain et poète Victor Hugo. Ainsi, l'art naturel de plaire ne dessert que l'amour de soi et des autres. Les animaux utilisent leurs atouts physiques, comportementaux, là où l'humain y rajoute l'éloquence, le charisme, et peut-être parfois, je l'avoue, l'alcool pour se faciliter la tâche. Mais quel que soit le mode d'expression de cet art, l'art de plaire est avant tout un art de la persuasion, de l'amour qu'on se porte à soi et de celui que l'on porte aux autres. Maman, papa ne t'a donc pas trompé, enfin pas comme tu le ressens. C'est juste qu'il aime infiniment son prochain, c'est tout. L'art de plaire n'est pas l'art de tromper, mais l'art d'aimer, l'art de donner. Et en ce sens, c'est le plus beau des arts. Mesdames et messieurs, quoi de plus naturel que de vouloir se montrer sous son meilleur jour, sous ses meilleurs atouts et ses meilleures qualités pour être aimé de l'autre? Est-il vraiment immoral de vouloir être aimé, et ce, même lorsqu'on est une mouche drosophile? En gonflant son torse, le pigeon veut-il vraiment pigeonner la pigeonne? Non, mesdames et messieurs, il recherche simplement l'amour. Et puisque l'art de plaire est l'art d'aimer, de donner, alors celui qui cherche à plaire, vous l'aurez compris, est en réalité un altruiste. Pour être aimé de l'autre, l'art de plaire amène celui qui le réalise à s'exposer à l'autre, à se dévoiler sous son plus beau jour, et non à se dissimuler. C'est un don de soi où on s'offre à l'autre. Est-ce immoral? Mais alors, pourquoi l'autre pourrait-il se sentir trompé? La réponse est simple, mesdames et messieurs. C'est parce qu'il est profondément égoïste. L'égoïsme, vous savez, cet amour passionné et exagéré de soi, qui naît d'un instinct aveugle et qui, pour reprendre les dires de Montesquieu, porte l'homme à ne rien rapporter qu'à lui seul et à se préférer à tout. Avouons-le, mesdames et messieurs, tout homme, à un degré plus ou moins extrême, je vous l'accorde, fait preuve d'égoïsme. Mesdames, je m'adresse à vous toutes dans cette salle. On la connaît tous, cette soirée de la Saint-Valentin, marquée par la bière, la pizza et le foot. Celui qui manie l'art de plaire va au-delà de son charme, mesdames et messieurs, auquel tout homme est pourtant profondément attaché.
Plaire, c'est avant tout procurer une satisfaction. C'est pas moi qui le dis, c'est le Larousse. La langue française ne serait plus explicite. Et l'autre qui se pense trompé est en réalité trop inattentif, imbu de lui-même et surtout exigeant pour pouvoir recevoir ce que l'autre lui offre. Il ne pourra jamais s'en contenter. Et fatalement, l'art de plaire peut très vite devenir l'art de décevoir. Alors ne vous en déplaise, monsieur le marquis, de vos venargues et sans vouloir vous narguer, l'art de plaire ne peut être l'art de tromper. L'art de plaire est une habileté naturelle, un art de la persuasion, dénué de toute violence, de toute force imposée à l'autre, et dénué de toute velléité de manipulation de l'autre. L'art de plaire n'est donc pas l'art de tromper. Je vous remercie. Oui, juste une question à Héloïse. Vous avez dit... non, excusez-moi, c'est pas Héloïse. Désolée que je retrouve votre prénom. C'est Clémence. Vous avez dit que, si j'ai bien entendu, l'art est vérité, miroir du monde. Tout à fait. Alors là, comment peut-il y avoir un art surréaliste, un art abstrait? Comment se fait-il que devant le même paysage, on ait par exemple des peintres qui ont produit des œuvres si différentes, ou devant le même visage? Eh bien, peut-être parce qu'il existe plusieurs vérités. La vérité de l'un peut être différente de celle de l'autre. C'est pour cela qu'un artiste va peindre différemment un paysage qu'un autre. Miroir. Miroir du monde. Mais le monde que l'artiste pense à un tel monde, il essaie de décrire le monde auquel il pense. Pour rebondir, vous dites aussi que l'art et la tromperie sont antinomiques. Vous croyez vraiment? Alors qu'est-ce qu'on fait de tous les faux qui traînent partout, là, qui posent autant de problèmes? Vous parlez des fausses représentations d'œuvres d'art? Voilà. Ça, c'est de l'escroquerie. Ce n'est pas de la tromperie. Aucun artiste a fait Par exemple, Picasso n'a jamais fait de fausses œuvres d'art de lui. Mais plein de gens ont escroqué d'autres en représentant de fausses œuvres d'art de Picasso. Et un faux tableau n'est pas une œuvre d'art, sinon qu'une pâle photocopie. Une question pour Héloïse. En quoi finalement, la publicité, celle qui nous inonde, serait-il une tromperie? La publicité veut nous faire croire à des choses. Elle veut convaincre les gens d'acheter un produit, donc elle vante le produit, elle vante ses mérites, elle va montrer que ses qualités de prime abord, alors qu'elle a aussi des défauts. Donc au final, elle renvoie que la meilleure image, le meilleur aspect, donc il trompe le public. Dans des temps assez reculés, circulait la maxime suivante: en mariage, trompe qui peut. Alors, la question à toutes les deux est la suivante: êtes-vous d'accord ou non avec cette maxime? Merci. En mariage, trompe qui peut. Cela veut dire que lorsqu'on est marié, si une personne a la possibilité et qu'elle a aussi la volonté, elle peut tromper son conjoint. En mariage, trompe qui peut. Je vais vous interrompre. Je vous interromps. En fait, quand on dit en mariage trompe qui peut, on parle des, si j'ose dire, des préliminaires, des fiançailles. Je vais essayer. En mariage, trompe qui peut. Donc en fiançailles, trompe qui peut. On est bien d'accord qu'avant les fiançailles, il faut plaire à son conjoint. Et la tromperie ne vient qu'après. Peut-être aussi un autre sens. Estime que tromper, ça fait partie de la séduction aussi. Et voilà. C'est ça. Oui, parce qu'en voulant plaire à l'autre, on va lui montrer sa meilleure personnalité. On va vouloir lui renvoyer une personne qui lui convient, qui a ses goûts.
Donc on va vouloir lui plaire, se préparer, se faire beau, avoir des sujets de discussion qui peuvent l'intéresser. On veut le plaire sur plusieurs aspects, aussi bien physiquement que mentalement. Mais en voulant plaire, parfois on n'est pas vraiment soi-même. On est un peu derrière un masque parce qu'on veut tellement lui plaire qu'à des moments on se cache un peu pour justement lui faire en sorte qu'il soit vraiment convaincu par la personne qu'on est. Et en faisant ça, pour vouloir lui plaire, finalement on peut parfois le tromper sans forcément le vouloir. Je reviens sur ce que vous avez dit. Tromper fait partie du jeu de séduction. C'est ce que vous m'aviez dit. Très bien. Si tromper fait partie du jeu de séduction, la tromperie est totalement délibérée. Je veux dire, celui qui se dit trompé en fait exprès d'une certaine façon. Alors, en partant de cela, tromper c'est aussi, comment dire, tromper n'est que la prolongation du plaisir. Les auteurs disaient, l'exemple qui était souvent cité, c'était celui qui mentait un petit peu sur sa fortune, sur l'état de sa fortune, pour se montrer plus fortuné qu'il n'était, et sur ses qualités aussi, montrant que ses qualités, évidemment, pour, comme vous disiez, Héloïse, se faire passer pour quelqu'un